parler de défense. La France qui s'accroche à sa retraite est-elle prête à ne pas battre en retraite en cas de guerre? On en parle avec le général Pierre Schill. Il est le chef d'état-major de l'armée de terre et publie aujourd'hui même Le sens du commandement aux éditions du Cerf. Cinq étoiles dans le studio de Radio Classique, ce sont celles du général Pierre Schill. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à la radio, général. J'ai dit chef d'état-major de l'armée de terre. Ça veut dire que vous êtes le patron de 110 000 hommes. C'est ça, chef d'état-major de l'armée de terre, ça veut dire chef de l'armée de terre. L'armée de terre, c'est 110 000 soldats d'actifs, hommes et femmes, 25 000 réservistes, mais aussi 8 000 civils. Combien d'armes ? Une dizaine d'armes, c'est-à-dire une dizaine de métiers au sein de cette armée de terre. La cavalerie, le génie, le train, l'artillerie, l'infanterie. C'est ça, l'infanterie, la guerre électronique, les transmissions, etc. Pierre Schill, on va parler de votre livre qui est une réflexion très profonde, très moderne sur la façon dont il faut diriger les hommes qui sont dans l'armée aujourd'hui, dans cette armée de métiers depuis l'abandon de la conscription. Mais avant cela, quelques questions d'actualité puisque les questions de défense sont quand même très présentes et très pesante aussi sur l'actualité et la vie de nos compatriotes. L'Allemagne a indiqué qu'une attaque russe sur un pays de l'OTAN serait possible dès 2029. Faut-il prendre cette alerte au sérieux ? Rien n'est écrit. Il faut écrire le futur. Rien n'est écrit, même s'il y a des réalités. Il y a une réalité de l'adversaire ou de l'ennemi. Cette réalité, c'est la réalité des empires, et un de ces empires, c'est la Russie. Qu'est-ce que je constate, qu'est-ce que nous constatons tous, c'est que cet empire, cette armée a acquis des armes formidables au cours de la décennie passée, en voulant faire peser sur ses voisins l'intimidation de cette puissance. Et un jour, ce pays qui est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui en principe doit défendre la souveraineté et le droit international, a décidé qu'il allait attaquer son pays voisin pour le plier à sa volonté. Ça, c'est une réalité. Depuis, ce pays qui est en train de grignoter progressivement le territoire ukrainien est en train de s'armer d'une manière absolument formidable, consacrer une part très importante de ses ressources à ses armements, à son armée. Et pourtant, général, il progresse lentement. Et pourtant, il progresse lentement. Ça, c'est le fait qu'il est opposé à une armée qui défend sa maison. Et on voit, à travers ces combats modernes, que si ce sont les armées qui mènent les batailles, ce sont bien les peuples, les nations qui gagnent la guerre. Et aujourd'hui, la nation ukrainienne se défend jusqu'à la dernière extrémité et tient en échec cet ennemi formidable qui est la Russie. Et nous sommes prêts, nous ? Est-ce qu'on est prêt pour 2029 ou 2030 ou 2050 en cas de guerre avec la Russie, un pays de l'OTAN ? Alors nous sommes prêts pour aujourd'hui. Et nous avons nous préparer pour demain. On est prêts dès aujourd'hui. Nous sommes prêts dès aujourd'hui. L'armée de terre française, les armées françaises sont des armées qui sont des armées d'emploi. Ce sont des armées qui ont montré leur efficacité et qui ont été employées, qui ont eu des succès au cours des décennies passées. Ça, c'était en fait notre socle et notre héritage. Après, il y a la question de ce matin. Ce matin, si par malheur un engrenage survenait à l'est de l'Europe ou n'importe où, que ferions-nous ? Nous sommes prêts, nous irons sur les remparts de notre pays et de l'Europe avec les moyens que nous avons aujourd'hui. Mais l'enjeu, et c'est toute la question que vous me posez, c'est et demain ? Demain, eh bien, il faut s'adapter à ce monde qui vient. Avec l'adaptation à ce qu'on peut voir, c'est-à-dire ce qui va survenir dans les prochains mois, les prochaines années, et puis l'adaptation à beaucoup plus long terme. On va en parler parce que votre livre, c'est aussi l'adaptation de la gestion des hommes à la modernité, puisque les hommes changent, on ne peut pas les diriger aujourd'hui comme hier. Autre sujet d'actualité avant d'y venir, c'est la discussion budgétaire. Est-ce que le budget de la défense est sanctuarisé ? Est-ce que vous êtes rassuré, puisque ce budget, ça va être un parcours du combattant ? Alors, le budget des armées est un des marqueurs de la volonté de notre pays de se défendre et de soutenir, par le domaine militaire notamment, son ambition de peser sur les affaires du monde et sur le destin, et notamment d'avoir une forme de leadership en Europe pour dire à l'Europe « nous avons besoin de développer notre souveraineté ». Cette politique, elle s'appuie sur la loi de programmation militaire 2024-2030, qui prévoit des ressources en croissance pour les armées. Jusqu'à présent, les budgets ont été conformes à cette loi de programmation militaire. Le président n'a pas failli.
le président de la République, le 13 juillet, en s'adressant aux troupes la veille du défilé, comme il le fait tous les ans, cette année nous a dit non seulement l'an prochain, nous allons respecter la croissance prévue par la loi de programmation militaire pour le budget des armées, mais il y aura des ressources encore supplémentaires parce que, en gros, les objectifs que j'avais fixés pour 2030, je souhaite qu'ils soient tenus pour 2027. Le gouvernement a donc déposé un budget qui est conforme à cette annonce du président de la République. Maintenant, vous me posez la question de l'adoption de ce budget. Dans les circonstances actuelles, finalement, ça va être le travail du Parlement que de discuter de ces sujets. Notre ministre, Madame Vautrin, va aller devant les commissions de la Défense et des Forces armées à l'Assemblée nationale, au Sénat. Nous, chefs militaires, dont chef de l'armée de terre, nous allons être interrogés. Nous avons à démontrer la pertinence de l'emploi des ressources supplémentaires qui vont nous être données. Vous seriez prêt à faire des économies si on vous les demandait? Surprise, parce que c'est pas ce qui est prévu. C'est pas ce qui est prévu, mais il n'empêche que derrière les ressources qui sont en croissance, nous n'allons pas faire comme avant et intrinsèquement, notre action consiste à faire toutes les économies possibles sur ce qui peut être secondaire, de façon à pouvoir mobiliser les ressources sur les priorités. J'ai en face de moi le général Pierre Schill, il est chef d'état-major de l'armée de terre. Il publie Le sens du commandement et j'en viens à ce livre, général. Vous avez éprouvé le besoin de revenir sur le sens du commandement, en clair sur la manière dont on dirige les hommes aujourd'hui dans l'armée, et plutôt dans votre armée, dans l'armée de terre. Vous avez 110 000 hommes sous votre responsabilité. Pourquoi réfléchir au sens du commandement ? Parce que le monde est en train de changer de manière absolument majeure. Nous sommes en train de connaître une bascule géostratégique qui s'accompagne d'évolutions sociales, culturelles, technologiques absolument formidables, accélérées par cette guerre qui a lieu sous nos yeux à l'est de l'Europe. Et donc, il est tout à fait logique et tout à fait sain de s'interroger sur comment commander les hommes, notamment dans les armées, dans ces défis pour faire face au futur. Dans le livre, vous dites, c'est en train de changer. L'obéissance absolue, les ordres à répétition, le contrôle à répétition sont substitués peu à peu ou remplacés peu à peu par un commandement par intention. Qu'est-ce que c'est que le commandement par intention ? Le commandement par intention consiste à parier sur l'intelligence, parier sur le fait de donner à tout chef, quel que soit son niveau, la perception et l'intelligence des finalités de son action, plutôt que de s'accrocher aux modalités. C'est de l'inciter à s'inscrire dans le succès collectif, c'est de lui confier l'initiative de façon à ce qu'il puisse prendre les décisions appropriées en fonction de la situation locale, dans des circonstances dans lesquelles on peut imaginer qu'on pourrait avoir à s'engager dans des batailles beaucoup plus vastes qui font que le niveau central ne serait pas capable de diriger de manière très précise chacune de ces subdivisions. Général, quand j'ai fait l'armée, j'avais un adjudant qui nous disait « Oh malheureux, pas d'initiative malheureuse ». Tout a changé à l'armée alors. Non, en fait, il vous disait malheureux, pas d'initiative malheureuse. C'est-à-dire l'enjeu, c'est de prendre des initiatives heureuses. D'accord. Et c'est pour ça que c'est pas l'initiative qui est à combattre. Et mon sujet sur le sens du commandement n'est pas de dire dorénavant il y aura un nouveau commandement de l'armée de terre. Il est de dire il y a un esprit français qui traverse les siècles, qui est celui de la synthèse, de la finalité avant les modalités. Mais cet esprit, il a été, il est finalement il a eu à faire face à la question de l'inflation des normes, aux besoins de sécurité, au centralisme. Au centralisme. Et donc aujourd'hui, mon objet, c'est de dire l'initiative, il la faut, elle est absolument nécessaire, elle est adaptée au temps qui vient. Mais l'initiative doit être heureuse, donc il est important que tout chef, quel que soit son niveau, ait l'intelligence de la finalité et comment prendre cette initiative de manière heureuse. L'armée et la manière d'encadrer les hommes sont aujourd'hui mises à l'épreuve dans les guerres modernes. Premier exemple avec le conflit ukrainien. Que change la technologie et l'utilisation des drones à la manière de commander les hommes ? La technologie qui est en train d'évoluer de manière absolument formidable, à la fois change tout et ne change rien. Elle ne change rien parce qu'il y a un certain nombre de fondamentaux qui demeurent. Nous voyons, et je vous l'ai dit tout à l'heure, que ce sont les nations, c'est la volonté au bout du bout qui va l'emporter. Deuxième chose, c'est que même s'il y a des évolutions technologiques absolument majeures sur les drones, le numérique, que sais-je, il y a en même temps des rémanences
des formes les plus anciennes du conflit, les tranchées, la boue, la peur. Et donc, il y a un certain nombre de fondamentaux sur la force morale, la cohésion, la fraternité d'armes des unités qui demeurent. Mais, sur cette base, il y a un enjeu à pouvoir saisir les évolutions technologiques pour en faire des évolutions tactiques. Il y a un enjeu à innover concrètement tous les jours, à tous les niveaux, et pas seulement une innovation qui viendrait d'en haut et qui s'imposerait en bas. Général Pierre Schill, chef d'état-major de l'armée de terre, il publie Le sens du commandement. On parle de la Russie qui en ce moment nous teste, elle nous provoque, elle envoie des drones. Est-ce que nous les Français, nous l'armée française, on envoie des messages à la Russie? Est-ce qu'on est capable de la provoquer discrètement pour lui montrer que nous aussi on est prêts? Alors nous, Français, nous envoyons des messages à la Russie, des messages qui expriment notre détermination. Mais nous, Français, ça ne veut pas dire grand-chose face à la Russie. Nous faisons partie d'un continent qui a notamment organisé sa défense autour d'une alliance de défense collective qui est l'OTAN. Et il ne faut pas imaginer que la Russie considère la France comme une puissance individuelle, même si nous avons notamment la dissuasion nucléaire qui fait que le rapport à la Russie et de la Russie à la France est tout à fait singulier. Mais nous sommes dans une alliance. Comment cette alliance dit-elle aujourd'hui à cet adversaire formidable qu'est la Russie, attention, nous nous défendrons, nous avons la détermination de nous défendre. C'est-à-dire que nous avons la volonté, nous avons la capacité et nous aurons l'endurance. C'est d'envoyer des messages. C'est des messages qui sont des messages de cohésion, ce sont des manœuvres qui ont lieu ensemble, des grands exercices collectifs. Par exemple, on vient de participer à un déploiement en Estonie avec nos alliés britanniques dans le cadre des plans de défense de l'OTAN pour justement signifier, envoyer des signalements de notre détermination, de notre volonté à nous défendre. Général, l'an prochain, l'historien Marc Bloch, auteur de L'étrange défaite, va entrer au Panthéon. Beaucoup de commentateurs, à tort ou à raison, comparent le contexte qui a préfiguré la défaite de 40 à la période actuelle. Est-ce que vous estimez que la France civile, la France de l'arrière, comme la France militaire, est aujourd'hui préparée au combat de demain? Est-ce que moralement, la France sera à la hauteur? Encore une fois, je pense que la France et notre pays est prêt au combat d'aujourd'hui. Je vous le disais sur le passé de notre armée de terre. Aujourd'hui, notre pays est à la tête ou fait partie d'une initiative de signalement de défense de l'Europe au sens large face à l'agression russe à grande ampleur en Ukraine, qui est cette fameuse planification pour, le cas échéant, soutenir l'Ukraine. Je parle du caractère français. Oui. Est-ce que les Français en ce moment-là, qui pensent qu'à la retraite, ils sont mobilisés d'une façon ou d'une autre? Est-ce que moralement, le peuple français est capable de soutenir l'armée qui demain ira peut-être se battre, ou en tout cas défendra le territoire? En tout cas, l'armée qui devra peser pour que demain la guerre ne survienne pas. Oui, la jeunesse, elle est prête. Moi, je le constate. 20 000 jeunes rejoignent nos rangs tous les ans. Ils ont soif de servir leur pays. Ils ont soif de peser sur leur destin. Moi, je suis absolument certain qu'ils ont les ressources pour peser sur leur avenir. Le général Pierre Schill était l'invité de la matinale de Radio Classique ce matin, chef d'état-major de l'armée de terre. Le sens du commandement, ça sort aux éditions du Cerf. Général, merci d'être venu en parler en exclusivité sur Radio Classique ce matin. Merci à vous. Les bénéfices iront à Terre Fraternité, c'est-à-dire aux blessés de l'armée de terre. Merci à vous et à bientôt peut-être. À suivre la revue de presse d'Hervé Gattegno. Avant cela, le rappel des titres par Pierre Pilet. Et puis ensuite, notre esprit libre du jour, c'est Franz-Olivier Gisbert. Il est 8h29.